En Europe, l'échec c'est très grave. Si en sortant de l'université vous loupez votre coup, cela vous suit toute votre vie. Alors qu'en Amérique, à Silicon Valley, on passe son temps à échouer. Quand on se casse la figure, on se relève et on recommence. On se relève et on recommence. Charles Pépin, comment fait-on, si j'ose dire, pour ne pas tenir l'échec pour une défaite? Charles Pépin est professeur de philosophie au lycée de la Légion d'honneur. Comment fait-on pour ne pas s'enfermer dans la spirale de l'échec, ne pas tenir au fond l'échec qu'on a subi pour la norme de toute l'existence qui nous attend Eh ben, il y a beaucoup de façons de répondre à cette question, mais une des C'est premières... pas aux psychologues que je pose cette question, vous n'êtes pas psychologue, c'est aux philosophes que je m'adresse ici. Peut-être on pense l'existence davantage comme une aventure que comme une essence. On pourrait dire qu'il faut être davantage existentialiste qu'essentialiste. C'est-à-dire, au fond, pardon, quand vous dites ça, considérez que nos actes précèdent la définition qu'on donne de soi. Et exactement, et surtout que ce que je rencontre, échec ou d'ailleurs succès, ne m'indique pas la vérité de mon essence, mais me projette dans l'aventure d'une existence. Autrement dit, face à un échec, comme face à un succès, la question n'est pas qu'est-ce que ça me dit de ce que je vaux, mais vers quoi ça me projette, vers quelle aventure ça m'ouvre. Autrement dit, il y a une question, c'est qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je vais faire de cet échec? Mais même aussi, qu'est-ce que je vais faire de ce succès? Donc ça n'est pas qu'est-ce que je vaux, c'est qu'est-ce que j'ai valu à ce jour, à cet instant. Et je dirais même plus en avant. Il n'y a même pas de valeur. C'est qu'est-ce que ça ouvre comme avenir, finalement. C'est très sartrien. Et j'aurais envie de dire que le philosophe qui résume le mieux ça, c'est Miles Davis, lorsqu'il dit à ces musiciens qui ont peur de rater et qui ont peur de la fausse note, il leur dit, mais il n'y a pas de fausse note. Seules les notes que vous jouerez après diront si cette note était juste ou fausse. Autrement dit, la vie est un flux, un devenir, et pas une essence. Donc, à la fois, on ne sait pas où on va, donc on ne peut pas inscrire dans un temps T la série de tout ce qui va suivre, on n'a pas le droit de faire ça, on ne sait pas où on va, mais dans le même temps, on marche un pas après l'autre, c'est-à-dire qu'il y a quand même des étapes dans l'existence, même s'il n'y a pas de but, c'est ça, c'est important. Et justement, là, il y a une sagesse, de ce que j'appelle dans mon livre la sagesse de l'échec, c'est de se dire, c'est d'écouter ce que l'échec a à nous dire. Et parce qu'il peut dire deux grandes choses très différentes. Il peut dire d'un côté, c'est pas grave, c'est ta voix, c'est ton désir, c'est ton étoile, et ça prendra le temps que ça prendra. Et contre l'échec, tout contre l'échec, tu mesures combien tu as envie de ça, donc tu persévères. Mais il peut aussi te dire le contraire. Au fond, ça ne te correspond pas vraiment. C'est d'ailleurs pourquoi tu échoues. Et le temps est venu de bifurquer, de visiter un nouveau chemin d'existence grâce à l'échec, par la grâce de l'échec, qui t'invite à ne pas persévérer dans une voie qui ne te correspond pas. Écoutons ce que l'échec a à nous dire, et en particulier ceux qui ont réfléchi là-dessus. Les vertus de l'échec, c'est de Charles Pépin, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Quand j'ai su que j'avais pas eu mon bac. Anne est élève en terminale au lycée Berthelot de Saint-Maur-des-Fossés. Quand j'ai su que j'avais pas eu mon bac, j'étais censée partir 2 jours après en vacances avec tous mes meilleurs amis. J'ai pas voulu y aller, donc j'ai tout annulé et tout. Et pendant 2 mois, j'ai vu personne. Je parlais pratiquement plus à personne à part ma meilleure amie vite fait. Et j'ai passé les 2 mois de vacances avec mon copain parce que lui, il passait pas le bac cette année. Du coup, il savait pas trop comment c'était et puis il partait pas en supérieur. Donc je me sentais pas mal avec lui, quoi. Mais sinon, à personne, je parlais à plus personne. Dans quel état d'esprit t'es aujourd'hui? Je vais avoir mon bac, mais avec mention. Tu vas avoir ton bac avec mention aujourd'hui? Ouais. Je ne veux plus l'avoir, tout simplement. L'année dernière, je me disais, je l'ai, même si je l'ai au rattrapage, c'est pas grave. Cette année, j'ai tellement la haine, je veux l'avoir avec mention. Au-delà de la démagogie de la droite et de la dispersion de la gauche qui ont rendu possible cette situation, j'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. Tout à l'heure, Charles, vous avez dit qu'il fallait être contre l'échec
tout contre. Ouais. C'est un mot fameux de Guitry, je suis contre les femmes, tout contre. Ce qui était une façon de dire que ce qu'on voyait comme de l'hostilité était en réalité de la tendresse. Alors, on a ici deux positions tout à fait différentes par rapport à l'échec. Lionel Jospin qui déclare au fond que cet échec est définitif et exige de sa part un retrait de la vie politique. Il tentera de revenir quelques années plus tard, comme souvent en politique. Et puis notre lycéenne qui convertit cet échec au bac en désir quasiment haineux, j'ai la haine de la voir avec mention l'année d'après. La juxtaposition de ces deux comportements vous inspire quelle réflexion? Alors, elle me fait vraiment douter. C'est-à-dire qu'au fond, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement avec Jospin. Moi, j'ai tendance à penser que cet échec est en même temps une réussite. De Jospin? Oui, parce que sur un terrain... Ce qui fait de vous un penseur tout à fait singulier. C'est non, ça mais, qui est bien. non, mais je veux allez-y. dire, parce qu'au fond... quel homme devient-il lorsqu'il s'est raté? Est-ce qu'il ne devient pas un homme plus intéressant, plus riche, plus complexe que s'il avait simplement réussi? Parce qu'il ne faut pas oublier que, et ça on n'en parle pas, mais c'est complètement implicite quand on pense aux vertus de l'échec, c'est que le succès a un coût. On ne le dit jamais. On dit tout le temps, quand j'ai pas réussi, je rate. Mais on ne dit pas ce qui se passe de négatif quand on réussit. Parfois, on réussit en se comportant mal, on réussit en devenant arrogant, suffisant. Donc déjà, quand un homme politique arrête, on a eu le cas récemment avec Nicolas Sarkozy, ou peut-être même François Hollande, moi je me dis toujours, est-ce que c'est vraiment un échec? Est-ce qu'il n'y a pas en même temps quelque chose de l'ordre d'une réussite existentielle? Mais vous dites ça parce que François Hollande et Nicolas Sarkozy ont l'un et l'autre réussi leur sortie. Ils ont d'une certaine manière, après avoir été vaincus par leur victoire, au sens où ils ont exercé le pouvoir, puis on leur a retiré, ils ont quand même l'un et l'autre su s'élever au-delà de leur échec. Et bien justement, on y est, et c'est justement la question que je me pose par rapport à Lionel Jospin. Il y a deux lectures, mais je ne tranche pas. Soit il se dit, il se confond avec son échec. Oui. C'est-à-dire qu'il confond l'échec politique qu'il est en train de vivre avec l'échec de sa personne. Il se sent en situation profonde de ratage. C'est la lecture que tout le monde a faite. Mais moi, je ne suis pas sûr. Je me dis que si ça se trouve, il sépare les deux, il arrête sa carrière politique, il dit voilà, j'avais un projet politique qui, rencontrant le réel, se passe mal, mais ça n'est pas l'échec de mon moi. Autrement dit, je finis la phrase, autrement dit, il assume son échec sans que ce soit l'échec de son moi. Et c'est exactement comme ça, je ne sais pas si pour lui c'est son cas, qu'on peut sortir grandi de l'échec en distinguant toujours l'échec de son projet, de son initiative et l'échec de sa personne. Votre argument serait recevable, à mon sens, si Lionel Jospin ne jouait pas sur les deux tableaux. Dans le discours qu'on entend ici, il est tout dépité, il vient d'entendre ce coup de tonnerre, comme il disait, qui est la victoire, enfin, le fait que Jean-Marie Le Pen soit à sa place en finale de l'élection présidentielle de 2002. Sous le coup de cela, il dit « j'assume pleinement la responsabilité de cet échec ». Le lendemain, il dira « c'est la faute de Chevènement, c'est la faute de Taubira ». Alors là, on change de registre. J'ai perdu, j'ai échoué, mais c'est pas de ma faute. Ça, c'est un grave problème. Alors voilà. Est-ce qu'on n'est pas dans le déni de l'échec à ce moment-là? Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ça s'appelle le déni de l'échec. Quand il y a déni de l'échec, il ne peut pas y avoir vertu de l'échec. Il faut qu'il y ait reconnaissance de l'échec pour qu'il y ait reconnaissance de la vertu de l'échec. Mais là où c'est compliqué, c'est qu'on peut reconnaître son échec et sa responsabilité sociale, juridique, pénale même, par rapport à l'échec, en faisant la part des choses avec l'échec de sa personne. Et donc, en gros, en termes freudiens, il faudrait dire qu'il faut assumer la responsabilité de son échec, mais ne pas s'identifier à son échec. Et je pense qu'on va mieux dès lors qu'on arrête de dire que c'est la faute des autres. Et même si on est victime d'un mauvais tour de l'histoire, on commence à aller mieux le jour où on reconnaît que la part qu'on a dans son échec. Mais j'ai une question, comment il va aujourd'hui, Lionel Jospin? Comment il va? Je ne sais pas. Mais peut-être qu'il va bien et qu'il est allé bien assez vite. Auquel cas, il y a un trouble. Oui, mais là, c'est un autre sujet. Enfin, comment dire, que Lionel Jospin aille bien aujourd'hui, on est content pour lui, bien sûr. Mais en l'occurrence, ça n'est pas l'homme qui parle, c'est le représentant de la gauche, de l'ex-gauche plurielle, qui était en situation de porter un programme, qui était le dépositaire de beaucoup d'espoir, qui s'était posé sur lui, qui faisait partie de ces premiers ministres dont on se disait que malgré leur situation à Matignon, malgré le fait qu'ils soient passés à Matignon, ils avaient une chance de convertir ça en victoire à la présidentielle, et qui ensuite, tout en disant qu'il était pleinement responsable, a invoqué une causalité totalement extérieure. Il y a quand même une différence de nature entre d'un côté dire « j'assume cette responsabilité » et de l'autre dire « ok, j'ai pas eu de bol ». Ah oui, alors ce qui est sûr, c'est que s'il va bien, c'est parce que le temps d'eux, il a arrêté de le développer. La seule possibilité pour lui d'aller bien, au sens vraiment de l'équilibre psychique, c'est d'arrêter de se dire « c'est de la faute des autres ». Parce que ce déni empêche toute vertu de l'échec et au fond
toute sagesse de l'échec. Les stoïciens disent, enfin Marc Aurèle et Épictète, l'un était empereur, l'autre était Ouais. esclave, c'est quand même extraordinaire, sont des penseurs de la liberté, disent que la liberté commence au moment où on ne dépend pas, où on cesse de dépendre de ce qui ne dépend pas de soi. Arrêtez d'agir sur ce sur quoi vous n'avez aucune prise, arrêtez de vous plaindre de ce qui ne dépend pas de vous, et vous serez libre. Si Lionel Jospin dit « je suis l'unique cause, ma mauvaise campagne est la source de cet échec », il est dans une position stoïcienne, où il assume ça et librement il emporte la charge. S'il dit « c'est la faute des autres », il cesse d'être dans cette position-là pour céder à l'ère du temps et aux alibis qu'on se donne. Exactement. Et en fait, il faut ajouter quelque chose par rapport à la sagesse stoïcienne. C'est que la sagesse stoïcienne, c'est toujours de distinguer ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi, et de me dire que dans les deux cas, eh bien, j'ai un rôle dans la manière d'accepter ce qui dépend de moi et dans la manière d'accepter ce qui ne dépend pas de moi. Mais en vérité, si on réussit tout, on n'arrive pas à se dire qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de soi. Et on est dans le fantasme de toute puissance, dans l'illusion de la toute-puissance. Donc je pense qu'il faut connaître l'échec pour devenir stoïcien, parce que l'échec nous prouve que même si on a fait des efforts et même si on a du talent, on a rencontré un réel qui résiste, et cette résistance nous dit tout simplement que tout ne dépend pas de nous. Et je pense que pour réussir son existence, il faut comprendre que tout ne dépend pas de nous. Il faut donc avoir eu la chance d'échouer suffisamment pour le comprendre. Laurent Dupont, bienvenue dans Philosophie, bienvenue. Vous êtes psychanalyste, tout va bien. Vous êtes psychanalyste, à ce mot affreux, la table résonne. Vous êtes psychanalyste. Que vous inspire l'idée, au fond, qu'il y a deux façons d'appréhender l'échec? La première qui est d'imputer la responsabilité au monde qui nous entoure, et la seconde, malgré de mauvaises circonstances, de se sentir soi-même comme l'unique source de l'échec que l'on a subi. Pour la psychanalyse, on va dire que les deux coexistent, dans le sens où souvent le patient arrive en imputant l'échec au reste du monde. C'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute, docteur. Hein, bon, on connaît ça. Voilà. Et puis le psychanalyste va essayer de trouver la place de responsabilité du sujet. Et Lacan, dans La science et la vérité, disait que de sa position, le sujet est toujours responsable, évidemment en tant qu'il est affublé d'un inconscient. C'est l'inconscient en tant que tel qui va définir un certain nombre de positions. Il y a une sorte d'organisation inconsciente, de stratégie inconsciente, de désir d'échec. On pourrait parler de pulsion de mort, presque, je ne sais pas. Oui, en tout cas, la pulsion de mort, c'est évident. Après, l'échec, on rencontre un réel qui résiste. Vous disiez cela à l'instant, je pense que c'est très très bien vu. Le réel, c'est ce qui résiste toujours. C'est ce qui résiste à la définition, c'est ce qui résiste à pouvoir se dire, mais ça n'empêche pas qu'on le rencontre. C'est ce contre quoi on se cogne. Je me demande, à vous écouter l'un et l'autre, si au fond, on ne se trompe pas sur le sens du mot échec. Parce qu'on interprète échec comme le fait de ne pas réussir un truc qu'on a entrepris. Ouais. Mais est-ce que l'échec, ça n'est pas de vivre comme un échec le fait de ne pas réussir le truc qu'on a entrepris? Alors moi, je pense Charles, que seul le sentiment de l'échec est un échec. Fait d'une erreur un échec. C'est-à-dire qu'un échec, il y a deux conditions. La première, c'est que mon projet, en rencontrant le réel, se passe mal. Et la deuxième, c'est que je le vis mal. Mais attention, moi je pense que c'est très bien de le vivre mal. Parce que ce sentiment de l'échec, si je l'ai, même s'il est subjectif, même si autour de moi on me dit c'est pas grave, si moi je l'éprouve, il faut que je l'accueille. Parce qu'il me dit quelque chose de ma vérité, de mon désir, de ce qui est important pour moi. Et je dis surtout pas, n'ayez pas le sentiment de l'échec, battez-vous, rebondissez. Je dis, ouvrez grand les bras pour accueillir ce sentiment de l'échec qui vous dit votre vérité beaucoup mieux que l'ivresse du succès. Laurent? Oui, disons que ouvrez grand les bras pour accueillir ce sentiment de l'échec. C'est la subversion de la psychanalyse, en fait. La psychanalyse, c'est quand même quelque chose de très subversif, autant qu'elle remet le sujet du côté d'un choix inconscient, mais du choix. Le sujet choisit toujours, même s'il ne le sait pas. Et ce choix-là, il organise ce dont il se plaint. Il organise ce dont il se plaint. Et dans une analyse, on peut en savoir quelque chose de cet inconscient qui nous gouverne. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et il me semble que cette subversion-là, aujourd'hui, est très profondément interrogée. Et c'est pourquoi la psychanalyse est très, très actuelle, en réalité. Pourquoi cette subversion? Quand vous dites qu'elle est interrogée, vous voulez dire qu'elle est remise en cause? On préfère accuser le monde? Mais je veux dire, je crois que Charles, on est peut-être trop d'accord, mais
Elle est C'est remise pas- en- on a elle- aussi le droit d'être elle est d'accord dans remise cette en émission, cause hein, c'est pas par grave, hein, par c'est- le triomphe des thérapies brèves et du comportementalisme qui dit en gros, n'écoute pas profondément ce que ton sentiment d'échec t'indique, te prends pas la tête, reprogramme-toi, arrange ta vie pour Si ne tu veux plus- te sortir Voilà. de tout ça, commence par le faire avant de te demander Exactement. pourquoi tu t'y trouves. Et ce que vous avez dit que je trouve très juste, c'est que dans cette résistance du réel, en fait, je mesure que j'ai un inconscient. Mais du coup, c'est dans l'échec que je le mesure. Et donc souvent, l'échec est un acte manqué qui me permet de me rapprocher de ma vérité inconsciente. C'est ce que je disais avec Jospin, m'exprimant assez confusément, c'est que souvent, un échec est en même temps une réussite. Échec du point de vue de la conscience, mais réussite de l'inconscient. C'est ça. C'est exactement ça. Et même si en psychanalyse, on emploie plutôt ratage, par exemple, ou symptôme, mais néanmoins, c'est exactement ça. C'est une réussite de l'inconscient. Et cette répétition de l'échec, le fait dans une vie, dans l'organisation d'une vie, de reproduire avec des individus différents, par exemple, des structures identiques, des esclavages identiques, des soumissions identiques, le fait d'être dans cette compulsion répétitive qui consiste à reproduire indéfiniment le schéma de vie qui disconvient. Est-ce qu'on peut parler dans ces conditions, pour le coup, d'un véritable échec et d'une spirale dans laquelle on s'enferre ? Moi, je n'en parlerai pas comme ça, et je ne pense pas que la psychanalyse en parle comme ça. Freud l'aborde sous l'angle de la répétition et de la pulsion de mort. Et je pense que depuis, on reste sur cette idée-là. C'est très important. C'est-à-dire que l'être humain commence avec le ratage. Finalement, la vie est ratage. Hein. La rencontre amoureuse n'est pas garantie. Rien n'est garanti. La naissance est La prématurée. naissance est prématurée. Ouais. Donc, on commence avec le ratage et on fait avec ce ratage. Et cette marque initiale du ratage premier se répète toute la vie. À nous d'en faire autre chose qu'un sentiment d'échec, faire de ce symptôme, finalement, ce qui va nous représenter aux yeux des autres, c'est-à-dire ce qui est plus singulier pour nous-mêmes. Et puis, Nous Raphaël, sommes ce ratage. non, mais j'adore ce que vous dites, et j'ajouterais, cette répétition, qu'a-t-elle à nous dire ? Voilà. Si ça se répète, c'est pour nous indiquer quelque chose. Et le jour où je l'entends, ça se répète plus à l'identique. Ça s'appelle progresser, quoi. Progresser, c'est donc conjurer une répétition en comprenant les mécanismes. Merci Laurent, un plaisir de vous entendre sur cette question. À bientôt. Tout à l'heure, vous avez dit que, au fond, votre démarche était existentialiste, hein, que les actes l'emportaient sur l'essence. Il ne fallait pas s'enfermer dans une définition de soi, puisque c'était s'enfermer dans la spirale. Est-ce que ça n'est pas contradictoire, ça, avec la critique des thérapies cognitivistes ou comportementalistes qui consistent à dire, au fond, vas-y, au lieu de te prendre la tête, agis. Ouais. Est-ce qu'au fond, l'existentialiste, ça n'est pas celui qui dit, mais arrête de te casser la tête à chercher pourquoi tu t'es planté, vas-y, rentre Non, dans mais l'action. c'est une très bonne Mais objection. moi- C'est une très bonne objection. Je fais plusieurs lectures Oui. de l'échec et de la vertu de l'échec. Quand je fais une lecture existentialiste, c'est pour dire que la vie est un flux et qu'il faut voir vers quoi l'échec nous conduit. Oui. Et quand je fais une lecture psychanalytique lacanienne, c'est pour dire qu'il faut entendre ce que l'échec nous dit d'un désir profond qui ne bougera pas. Donc il y a des implicites un peu contradictoires dans et- votre livre. C'est ça qui est intéressant peut-être Évidemment. aussi. En fait, ces deux lectures, au fond, ne vont pas ensemble. Elles sont presque contradictoires. Elles cohabitent là-dedans. Sauf qu'on peut les synthétiser en disant que on peut se réinventer le plus possible dans son existence, donc existentialisme, dans la mesure d'une fidélité à son désir profond. Et là, il y a une synthèse de l'existentialisme sartrien et du lacanisme, qui est quand même possible. C'est-à-dire que vous avez l'hypothèse, malgré tout de même, d'un désir profond. C'est peut-être là Oui, votre optimisme. C'est vrai, mais c'est-à-dire d'une fidélité à l'intérieur de soi. Et bien souvent, la vie nous égare. Parfois, d'ailleurs, le succès et le talent nous égarent loin de notre voie. Et il faut parfois échouer pour se poser la question très simple, qui est « mais à quoi j'aspire ? Où est-ce que je vais vraiment être bon ?» Et parfois, le coût du succès, le drame du succès, et parfois le drame de trop de volontarisme et de trop de talent, c'est que, somme toute, on ne se pose pas cette question. Oui. Voilà. Et l'échec nous permet de la poser. C'est encore une objection, je ne sais pas si c'est une objection d'ailleurs que j'ai envie de vous faire. Comment répondez-vous à ceux qui vous entendent, qui vous écoutent et qui de bonne foi se disent « Bon, ok, Pépin, c'est quelqu'un qui nous dit que quand on se plante, faut se battre, il faut recommencer, il faut conquérir son autonomie. » C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce qui distingue ce que vous dites là de la philosophie de Steve Jobs qu'on a entendu au début de l'émission, qui dit « Mais enfin, en Europe, quand vous vous plantez, c'est pour toujours. » Alors que chez nous, au contraire, on rebondit. Au fond, qu'est-ce qui vous distingue de cette logique
Volontarisme, d'entrepreneurs volontaristes qui surmontent l'échec. Il y a quelque chose qui me distingue, mais avant tout, il y a un terrain commun. Oui. Le terrain commun, c'est que l'échec n'est pas une humiliation, mais une expérience intéressante. Voilà. Par contre, il y a une vraie distinction, c'est que moi, je suis contre la précipitation volontariste et contre l'entêtement volontariste. Et je pense qu'à vouloir rebondir trop vite, on ne rebondit pas, ou on ne rebondit pas assez. À vouloir le faire avant d'éduquer son désir? Avant surtout de prendre le temps d'entendre ce que l'échec a à nous dire. Et je pense que bien souvent, il faut savoir accepter que c'est douloureux, ne pas être trop pressé et endurer cette espèce de résistance du réel, et donc ne pas être dans le volontarisme à la Silicon Valley, mais d'être dans le désir. Et ça prend beaucoup plus de temps de savoir quel est son véritable désir. Remplacer la volonté, la sainte volonté, la sacro-sainte volonté, par l'expérience que l'on peut faire de son désir. Je vais vous faire tout de suite, Charles Pépin, j'ai gardé pour la fin le pire, la meilleure objection qu'on puisse faire à toutes les thèses que vous développez, vous allez voir. Si vous regardez Boomerang tous les jours à 21h, vous y retrouverez les aventures, les tribulations de Will Coyote qui essaye évidemment vainement d'attraper Bip Bip. Il est le pauvre Coyote. Pauvre Coyote. Pardon Charles, mais Coyote, il se plante pour l'éternité. Sa substance, son essence, c'est de se planter pour l'éternité. Il échouera toujours à attraper Bip Bip, et il le sait. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'au fond, au bout d'un moment, il devient placide, à force d'exploser, de prendre des pierres sur la tête, de se ramasser, de prendre des murs, des falaises, etc. À force d'échouer, on a l'impression qu'il est presque résigné dans ses entreprises. Pourtant, il continue. Le cas troublant de ce Coyote comme objection principale à ma thèse... Avouez que c'est une objection très forte quand même. C'est vrai. Comment vous allez vous défaire de l'objection Coyote? J'ai une idée. Mais d'abord, il faut quand même accepter l'idée que parfois, on répète le ratage sans progresser. Donc on invalide la très belle phrase de Beckett qui est au cœur de tout mon travail, qui est « rater, rater mieux ». Ne faut pas que tu veuilles gagner, il faut que tu veuilles rater mieux en progressant. Et lui, il rate pas de mieux en mieux. Mais peut-être c'est parce qu'il n'est pas humain, et parce que c'est le propre de l'humain, justement, qu'il y a une amélioration dans le ratage. En fait, le propre de l'homme, par rapport aux animaux, c'est que, comme son comportement n'est pas dicté par son instinct naturel, il apprend énormément de ses essais, de ses tâtonnements et de ses ratages. C'est une première lecture, de dire, puisqu'il c'est un coyote et pas un humain, il n'apprend pas de son ratage. C'est un peu facile, j'en conviens, parce qu'il y a quand même certains animaux, d'ailleurs les renards... Ça résiste pas à l'exemple du type qui passe sa vie à essayer de faire un truc qu'il n'arrive pas à faire. Ouais. Mais l'autre idée, c'est de dire que ça lui va bien et qu'il sait rater. Finalement, c'est ce que vous avez dit un petit peu. Il l'accepte, il a une forme de... Il est placide, il a une forme de... Il est presque un peu sage dans sa manière de répéter l'échec. Alors la question, c'est est-ce qu'il est dans l'entêtement, c'est-à-dire un peu un bourrin qui insiste et qui ne comprend rien, ou est-ce qu'il n'est pas dans la proximité avec son désir de coyote, au fond? Est-ce qu'il n'est pas fidèle à lui-même dans sa manière d'échouer? Et ça, c'est une très belle question, pour le coup, qui est sérieuse. Ça veut dire que la véritable victoire de Coyote, c'est d'être pleinement dans son échec. En fait, la question, mais plus généralement, c'est est-ce que mon échec me ressemble? Est-ce que mon échec me parle de ma singularité? Auquel cas, peut-être je pourrais réussir un jour en étant cette singularité? Ou est-ce que mon échec m'inscrit dans un conformisme et une soumission à la norme et une soumission au processus? Voilà, moi je pense que l'échec de Coyote lui ressemble. Cet échec lui indique sa singularité, et c'est peut-être pour ça que, quelque part, il est une réussite. Donc s'il est absurde, comme Lionel Jospin, d'invoquer Jean-Pierre Chevènement, les candidatures de Chevènement ou de Taubira comme autant d'obstacles à sa propre réussite, c'est parce qu'en réalité, le seul juge de l'échec que l'on subit, c'est soi-même. Alors ça, oui. Mais le problème, c'est qu'on est quand même très conditionné par le regard des autres sur son propre échec. Et vous savez, quand vous avez un enfant qui échoue 2000 fois avant de réussir à marcher, en général, il le prend pas mal, parce que le regard des autres est bienveillant. Et tout le monde sait qu'il va y arriver. Oui, mais quand vous avez un père qui échoue 2000 fois à trouver un emploi sous le regard de son enfant. C'est le moteur de l'ambition, ça, en général, d'ailleurs. Souvent, les enfants veulent venger les blessures d'ego de leurs parents. Mais juste ce que je voulais dire, c'est qu'à partir du moment où c'est très important le regard des autres sur soi, au moment d'appréhender son propre échec, on a tous un travail important à faire en France pour changer de regard sur l'échec, parce qu'on est vraiment un pays malade, avec une culture de l'échec très culpabilisante, et on a vraiment du mal à distinguer en France avoir raté et être un raté.
Alors que dans d'autres pays, mais pas simplement l'Amérique, des pays nordiques par exemple, avoir raté, ça veut dire avoir une expérience intéressante. Ça veut dire connaître une erreur qu'on ne répéterait pas. Ça veut dire déjà être sur un chemin de progression. Ce que résumait Beckett merveilleusement par cette phrase que Stanislas Wawrinka s'est fait tatouer sur l'avant-bras. Le tennisman Stanislas Wawrinka, oui. Qui est un des seuls à avoir atteint le meilleur niveau alors qu'il était 7e, 8e. Et il a écrit « rater, rater mieux ». C'est-à-dire, l'essentiel n'est pas de réussir, n'est pas de gagner, mais d'être sur le chemin de ce que les anciens appelaient progredience, voilà, un chemin de progression. Eh bien, le ratage, je pense, nous permet plus de progresser que le succès, qui est très agréable, qui procure une ivresse, mais beaucoup moins de sagesse. Encore faut-il ne pas être vaincu par sa propre victoire. C'est une autre question. On en reparlera un jour. Merci Charles d'être venu nous parler. Merci. Échouer n'est rien. Échouer est inévitable et peut-être fécond. Mais vivre son échec comme une défaite, là est l'échec véritable. Quel est l'enjeu ici? Non pas de réussir, mais de remporter la victoire sur soi-même qui consiste à comprendre son échec, à y consentir pour ne pas le tenir pour un épouvantail propre à décourager l'action. La réussite n'est pas la réussite. La réussite, c'est l'échec vaincu par l'intérêt qu'on lui trouve. Et c'est toute la différence qu'il y a entre réussir dans la vie, ce qui est à la portée de beaucoup de monde, et réussir sa vie, ce qui ne dépend que de soi et qui, à ce titre, est beaucoup plus difficile.